district d'Abidjan, un atelier d'écriture pour travailler la littérature avec les jeunes filles, une initiative de l'organisation non gouvernementale Genre, Parité et Leadership. Toujours en Côte d'Ivoire, la région de l'Indénié Duablin, des festivités marquent l'électrification du village de Taakro. Enfin, 17 août 1896, dans le nord du Canada, c'est la ruée vers l'or de la rivière du Klondike, après la découverte d'un gisement dans la région du Yukon. Bonsoir à tous, bienvenue sur RTI2. Les grandes vacances 2016-2017, de plus en plus intéressantes dans le district d'Abidjan. En effet, un atelier d'écriture a été organisé à l'attention des jeunes filles âgées de 12 à 18 ans. Il s'agit de les occuper sainement et de leur apprendre à bien rédiger des poèmes, contes et autres histoires. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Genre, Parité et Leadership. Les précisions de Éric Goré. Contribuer au mieux-être de la jeune fille en l'occupant sainement pendant ses vacances est le but de l'atelier d'écriture initié par l'ONG Genre, Parité et Leadership féminin. Lire, écrire et surtout parler en français va relever le niveau des participantes. On pourra mieux s'exprimer et pouvoir parler en public. Ça nous permettra aussi d'expliquer nos problèmes de la famille. Comme je ne suis pas forte en français, pendant ces vacances, je vais m'exercer à lire et à écrire de cet atelier d'écriture. Leurs parents ont été sensibilisés afin de ne pas être un obstacle à ce projet. Une façon pour les organisateurs de combattre les mariages précoces et de donner à ces jeunes filles la même chance que les garçons. Notre atelier s'inscrit en fait dans la lutte contre le mariage précoce et les grossesses en milieu scolaire. Nous sommes vraiment des militantes des droits de la femme et nous sommes contre le fait que les filles sortent de l'école pour être mariées, sortent de l'école parce qu'elles sont enceintes. Nous les occupons sainement, nous leur inculquons en même temps de très bonnes valeurs. Plusieurs représentants d'organisations nationales et internationales approuvent l'initiative. Cet atelier va permettre à la jeune fille de savoir qu'elle peut écrire, qu'elle peut faire ce qu'on croyait être réservé seulement à l'homme. Donc moi je pense qu'au niveau psychologique, il y a une action qui se mène, une confiance en soi et surtout la parité. Elles ont bien travaillé pendant l'année scolaire et pendant les vacances. Elles viennent apprendre à écrire, elles viennent apprendre à lire, elles viennent apprendre à s'exprimer comme leurs aînés. Et donc qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc c'était important qu'on soit là pour encourager ces jeunes filles-là devant leurs parents. On compte sur elles pour la relève et on compte sur elles pour pouvoir bien écrire. Cet atelier d'écriture sera aussi un lieu d'expression pour ces jeunes filles qui vont à travers des tests et poèmes raconter des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Je vous le disais dans les titres, le village de Taakro, dans le département de Bengourou, est désormais électrifié. La cérémonie d'inauguration de la ligne d'électrification s'est déroulée le samedi 5 août dernier. Les populations se disent satisfaites de cette initiative. On fait le point avec Malika Koulibaly. Quand il n'y avait pas de courant, on souffrait. Même pour sortir, pour aller voir quelqu'un, on allait discuter, on ne peut pas. Il y avait à cause des serpents, même les trous qui sont sur la route. On allumait des lampes, on payait des pétrole pour mettre dans la lampe pour allumer. Donc on avait tous les problèmes du monde. Longtemps privés d'électricité, aujourd'hui, les habitants de Taakro sortent de l'obscurité et célèbrent l'événement. Oui, merci. Issouf, lui, avait opté pour les panneaux solaires pour conserver fruits et légumes et offrir des produits frais à ses clients. Ici, à Taakro, depuis 2013, il n'y a pas de lumière. Bon, on vivait très mal, on ne vivait pas bien. La nuit, on est là, on ne sait pas où on va partir. Dieu merci, aujourd'hui, en 2017, on a eu lumière. La nuit, on est content, la journée, on est content. Grâce au président de la République, on a eu courant, on est très content aujourd'hui. On attend compter maintenant,
On va installer les congélateurs, les frigidaires maintenant, et puis c'est fini. Le président du conseil régional et le président de la mutuelle de développement d'État Accro sont unanimes sur un fait. Le changement que l'électrification du village va opérer dans la vie de ces populations. La disponibilité en électricité sous-tend la fourniture de services essentiels comme l'éducation en apportant la lumière dans les écoles et les foyers, la sécurité sanitaire, des aliments par la réfrigération, l'accès aux technologies de communication et à moyen et long terme, l'amélioration de la productivité des activités agricoles, au système d'irrigation qui concourt à multiplier les récoltes. La connexion au réseau électrique d'État Accro a coûté 252 millions de francs CFA. Un projet d'électrification des 60 autres villages de l'indénié Djoablin sera bientôt mis en œuvre. En attendant, les villageois de Taakro font la fête et gardent au fond d'eux l'espoir d'avoir accès à l'eau potable dans un avenir proche. À présent, avis aux élèves et parents d'élèves de Côte d'Ivoire. Les orientations en classe de 6e et de seconde sont désormais disponibles sur le site internet de la Direction des examens, des concours de l'orientation et des bourses, la DECOB. On poursuit avec les activités de l'Agence nationale de la formation professionnelle. L'AGEFOP, appuyée par un groupe canadien, a organisé récemment un séminaire international de formation. Les travaux ont porté sur la planification et le suivi de projets. Objectif, renforcer les compétences des cadres des administrations publiques et privées de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Christian, chef d'entreprise béninois, est confronté à des difficultés dans la gestion de son personnel. La gestion du personnel n'est pas une affaire donnée à qui veut le faire. Il faut avoir les outils, les méthodes, la formation qu'il faut. C'est des ressources humaines. Il y a tellement de dynamiques, on est tellement différents aussi. Un directeur, un responsable d'entreprise cherche l'efficacité et la performance. Adjarata, qui est chef de service dans une structure au Burkina Faso, est également en quête de méthodologie pour une meilleure rentabilité. Nous sommes en phase de réforme. On est passé du budget objet au budget programme. Donc ça rentre dans le cadre de la gare. C'est dans ce contexte que le ministère nous envoie pour cette formation. Ils sont plusieurs cadres dans cette situation. En vue de trouver des solutions idoines, ils se sont rendus à l'Agence nationale de formation professionnelle, l'AGEFOP, un déplacement pour participer au séminaire international de renforcement des capacités organisé par l'AGEFOP et un groupe canadien. On leur a montré des outils pratiques. Ils ont vu qu'est-ce que c'est un mémoire d'identification de projet. La majorité ne connaissait pas. Ils ont vu qu'est-ce que c'est l'analyse des risques de projet. C'est quelque chose quand même qui est très très à la mode en gestion de projet. Et nous leur avons montré les tableaux de bord pour implanter la gare, plus évidemment le logiciel MS Project sur lequel ils ont quand même passé un bon 12 à 15 heures d'application. Réunir toute une sous-région des originaires de 10 pays dans le cadre d'une formation n'est pas chose aisée. Nous l'avons reçu très bien avec un partenaire qui avait une connaissance scientifique. Il faut dire que ce partenariat permet à l'AGEFOP de sortir de ce cadre local pour avoir une dimension plutôt continentale et pourquoi pas internationale. Une formation qui, à l'appui du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Touré. Vous savez qu'il ne peut pas avoir d'émergents dans nos États s'il n'y a pas de personnes et ressources de qualité. Et cette formation, à mon sens, contribue donc non seulement au renforcement des capacités des cadres que vous êtes, mais aussi directement ou indirectement à aider à l'émergence de nos différents pays. Les apprenants entendent partager les acquis de ce séminaire avec leur personnel. Nous prenons l'engagement ici de nous approprier des connaissances acquises ici et de les utiliser pour améliorer nos performances. Nous sommes assez contents qu'aujourd'hui nous intégrons un réseau. Nous resterons aussi en partenariat avec AGEFOP pour que dans un avenir proche ou lointain, on se revoie et qu'on se salue, on s'applaudisse pour dire on a gagné. Au total, ce sont 23 cadres nationaux et internationaux qui ont pris part à cette formation. Ce séminaire international de renforcement de capacité des cadres s'est déroulé sur 5 jours et chaque participant est reparti avec un certificat de fin de formation.
Une rencontre pour promouvoir la société Mangoro à Katiola, dans la région centre-nord du pays. Le festival de la culture et de la poterie Mangoro est à sa 4e édition. Les visiteurs ont pu découvrir les danses du terroir et récipients en terre cuite fabriqués par les potiers. C'est un reportage de Walter Amadou Ouattara de RTI Boaké. Un défilé marque le début des activités de la 4e édition du Festival de la culture et de la poterie Mangoro. Venus de toute la région du Hambol et de la diaspora, les Mangoros se sont donné rendez-vous au centre culturel de Katiola. L'histoire du peuple Mangoro expliquée à la nouvelle génération et aux invités. La communauté Mangoro, c'est une communauté comme toutes les autres communautés qui sont venues du Grand Empire Manding. Et nous sommes installés à Katiola depuis le XIVe siècle. L'objectif de ce festival est de créer une communion entre les différents peuples du pays tout en faisant connaître la culture Mangoro. Le festival, c'est un prétexte pour unir les fils et les filles Mangoro de toute la région du Hambol et les unir avec leurs frères Jimini, Tagbana et nos peuples frères qui sont venus d'ailleurs. Nous voulons montrer à l'opinion nationale et internationale qu'au niveau de Katiola, il y a une petite communauté qu'on appelle aussi les Mangoro qui sont là, qui vivent en très bonne entente avec les frères Tagbana. La mutuelle de développement de la communauté Mangoro, MUDECOM, a profité du cadre du dit festival pour faire des dons, composer des tricycles et de divers autres matériels afin de contribuer à l'autonomie financière de la femme. 5 jours durant, les initiateurs de ce festival et leurs alliés ont échangé autour de la promotion des arts du terroir Mangoro. Des danses traditionnelles, des expositions ventes et des visites du village Mangoro, lieu d'explication des différentes étapes de transformation de l'argile en poterie, ont été les temps forts de cette 4e édition. Enfin, 17 août 1896, un gisement d'or est découvert dans le Yukon, territoire du nord du Canada. La fièvre de l'or s'empare alors de milliers d'hommes. Tous veulent changer leur vie. Ils vont donc tenter leur chance dans l'orpaillage. Les explications de Eric Goré. Robert Anderson descendait les eaux peu profondes de la rivière indienne en direction de Fort Myles, où il allait chercher des provisions pour les hommes en quête d'or, à Golbolton Creek. Constatant que les eaux peu profondes de fin d'été mettraient son embarcation légère en péril, il décida de descendre à Klondike. Anderson avait deviné que la rivière de Golbolton aboutissait dans la Klondike. Ce fut une décision de conséquence, car cela lui permit de faire la connaissance des hommes qui, le 17 août 1896, firent la découverte qui déclencha la ruée vers l'or du Klondike. Il parcourut toute la Nouvelle-Zélande, l'Australie et d'autres endroits éloignés, toujours sans découvrir beaucoup d'or. Au bout de 5 années de recherche, il décida de tenter sa chance dans l'hémisphère nord. Il remonta les Rocheuses jusqu'au Colorado 14 ans plus tard. Comme tant d'autres, il partit en direction nord vers l'Alaska. Lorsque le trio atteignit Golbolt, il cherchait de l'or, mais il ne jalonnait pas de concession. Lorsqu'ils partirent, Kamak dit à Anderson qu'il lui ferait parvenir un mot par l'entreprise des Autochtones s'il trouvait quelque chose à Rabbit Creek. Ils atteignirent finalement la fourche de Rabbit Creek et se rendirent 1 kilomètre plus loin avant d'établir un camp. C'était le 16 août. Le lendemain, après avoir trouvé quelques traces d'or, l'un d'eux découvrit une pépite de la grosseur d'un pouce. On ne sait pas vraiment qui trouva l'or. Kama insista que c'était lui. Mais Skookum Jim et Tajit Charlie s'accordaient pour dire que Kamak dormait sous un bouleau. Lorsque Gim, qui lavait un bac à vaisselle dans le ruisseau, fit la découverte. Ils exposaient un substratum rocheux rempli de filons d'or. Kamak et Charlie partirent en direction de Fort Myles pour inscrire leur concession. Toutefois, ils répandirent la nouvelle à tous ceux qu'ils rencontrèrent. Par le temps que la nouvelle parvint à Anderson, la ruée vers l'or de Klondike avait déjà commencé. La ruée fut de courte durée.
elle prit fin durant l'été 1898, au moment de la guerre hispano-américaine et de la nouvelle d'une découverte à Nome, en Alaska. Voilà, excellente soirée à tous sur RTI2.